L'orfèvre. Je me souviens encore de ce jour, comme si toutes ces années n'avaient été qu'un soupir au milieu de l'océan. Je n'étais à l'époque encore qu'un enfant, quoique peu de choses ont changé depuis, et je m'attelais à trouver un sens à ma vie, une voie qui permettrait à mon âme de s'exprimer dans la pureté de mon innocence. J'avais encore en ce temps-là des yeux dans lesquels on pouvait voir l'immensité de l'univers et un sourire d'une belle insouciance. Vous savez ce visage que l'on voit chez les nouveau-nés lorsqu'ils découvrent le monde qui les accueille, émerveillés par tous leurs sens et dont le seul sentiment est l'amour. Une page blanche qui ne demande qu'à donner et recevoir de l'amour, même si au fur et à mesure l'encre qui la remplit vient doucement effacer cette douce pureté. Quelques rayons de soleil à travers mes volets en bois venaient caresser mon visage et je ne pouvais m'empêcher, comme chaque matin, de prolonger ce moment en plongeant ma tête dans l'oreiller. J'espérais peut-être y trouver les portes d'Orphée encore à moitié ouvertes pour pouvoir m'y glisser et prolonger cet instant avant que l'on m'extirpe de ce berceau. Indéniablement j'étais vaincu, et je devais me résoudre à ouvrir doucement mes paupières pour voir quelques rayons de lumière ornementer ma chambre. Mon caractère combatif ne se laissait point faire, et c'est bien après avoir malmené mon matelas, chiffonné mes draps, fait virevolter les couvertures que je prenais conscience de la nouvelle journée qui se présentait à moi. Ma mère me fit comprendre très tôt que chaque journée devait être une renaissance, une redécouverte de chaque instant, et que je devais remercier l'univers pour toutes les bonnes choses qui arrivaient dans ma vie. Elle disait que c'est là que réside le bonheur. Je ne mettais donc pas le pied à terre avant d'avoir exprimé toute ma gratitude, non pour un Dieu, mais tout simplement pour la vie. Ça allait des choses les plus simples, comme le bon chocolat chaud de ma grand-mère, à ma bonne santé, en passant par l'amour de ma famille et tout ce qui rend la vie merveilleuse afin d'arborer chaque matin un sourire. Comme maman me le disait, de cette manière, mon chéri, tu ne te lèveras jamais du mauvais pied. Et je ne pouvais m'empêcher de lui répondre par un sourire qu'elle venait caresser dans le creux de sa main. Après toutes ces années, je peux vous dire qu'elle avait raison. D'ailleurs, en sautant de mon lit, c'était toujours les deux pieds à terre, les deux bras en l'air, tout en exclamant silencieusement « Merci ». J'avais l'énergie dont j'avais besoin pour traverser la journée avec force, joie et harmonie. Mais ce qui me faisait quitter ma chambre avec encore plus d'entrain était l'odeur du fameux chocolat chaud de grand-mère qui devait mystérieusement se faufiler par le trou de ma serrure pour venir chatouiller mes narines. D'ailleurs, je la soupçonnais de s'approcher de ma porte avec la tasse encore fumante et de souffler à travers pour que je me réveille encore plus vite, mais je n'ai jamais pu vraiment le prouver. Certains mystères resteront insolubles. Mes pieds nus faisaient chanter le parquet en bois, tandis que j'essayais de me frayer un chemin dans les sinuosités de ma chambre guidée par ce petit fumet. La porte enfin ouverte, je ne pus m'empêcher d'esquisser une grimace et de plisser les yeux au contact de la gifle que la lumière m'assénait. Si les zones d'ombre de mon âme avaient besoin d'être éclairées, ce fut chose faite. Je continuais mon périple en direction de la cuisine, accompagné par la froideur du carrelage qui finissait de me réveiller. C'est fou comme les éléments viennent se déchaîner contre vous à votre réveil. On passe de ce cocon douillet qui n'est pas sans rappeler le ventre de sa mère au feu d'artifice sensoriel de la vie sans un passage transitoire. J'avais imaginé qu'entre les deux, on pourrait avoir une pièce intermédiaire qui viendrait éveiller chacun de nos sens les uns après les autres, telle la caresse de la rosée du matin. Comme souvent, j'étais un peu trop rêveur et la réalité de la vie venait vite me rattraper. Lorsque vous sortez du ventre de votre mère, on ne vient pas vous annoncer ce qu'il va se passer, ni vous préparer psychologiquement et physiquement à ce déluge. Non, vous êtes tout simplement extirpé sans que l'on vous demande votre avis. Quelle réaction pourrait-on avoir d'autre que de crier et de pleurer ? Je vis mes réveils chaque matin
un peu de la même manière, sauf qu'avec l'âge, je ne gémis plus, peut-être parce que maintenant je m'y suis habitué. Comme un animal qui chercherait la tétée de sa maman, je me guidais au petit fumet de mon chocolat chaud. Plus je m'approchais et plus mes papilles gustatives s'activaient. J'arrivais dans la cuisine et comme chaque matin, il m'attendait silencieusement. Vêtu de sa tasse blanche, légèrement fumant et recouvert d'un nuage de lait. Il n'y a pas de doute, c'était bien lui, le breuvage de grand-mère, un doux mélange d'amour et de chocolat. Qu'aurais-je pu demander de plus ? Je regardais toujours la tasse en premier, puis mes yeux se posaient sur mamie avec un grand sourire sur mon visage. Elle me répondait invariablement avec la même tendresse et un regard d'une volupté qui caressait tout mon être. Je ne sais pas ce qui était le plus doux, son regard ou son baiser chaleureux qui venait se déposer sur ma joue comme si elle bénissait le pain chaque matin. Elle sentait le jasmin, la bergamote, la lavande, le pain grillé et le chocolat. Oui, en effet, ce n'est pas courant. C'était un melting pot des différentes senteurs qui l'accompagnaient depuis le matin. J'aimais quand elle passait sa main dans mes cheveux comme si elle venait battre les épis de blé. Je m'asseyais alors sur ma chaise en paille et bois qui a sans doute participé à la fermeté de mon postérieur. À présent, moi et mon chocolat chaud, nous nous regardions droit dans les yeux, mais nous savions très bien ce qui allait se passer. Je commençais à saliver et je m'armais de ma cuillère. C'était évidemment un combat inégal. Je voyais le lait qui commençait à frémir à son approche, puis j'entamais la douce danse tournoyante pour rafraîchir son comportement. Je dirigeais enfin la tasse vers ma bouche, mon nez profitant aussi de cette dégustation. Je sentais la douceur du chocolat sur ma langue, le sucre venant faire frémir mes papilles et la chaleur qui descendait le long de ma gorge pour réchauffer mon corps. J'avais toujours l'impression qu'à la première gorgée, mes cheveux se hérissaient, comme pour exprimer eux aussi leur gratitude devant ce breuvage, ou bien était-ce la température élevée qui me faisait dresser les poils. Toujours est-il que mes cheveux et moi, nous nous sentions en vie. Grand-mère me préparait toujours 2 belles tartines recouvertes généreusement de beurre et de confiture de fraises faites maison. Le pain était de cette belle couleur dorée, comme s'il avait bronzé pendant quelques heures au soleil, et la confiture complétait parfaitement ce tableau en offrant cette touche de couleur brillante. J'avais mon rituel. Après 2 ou 3 gorgées de mon chocolat, je croquais dans ma tartine non sans un fracas de cric-crac qui venait allègrement décorer mon pyjama de belles miettes de pain. C'était dans les bons jours où la confiture ne venait pas me couler dessus, agrémentant ainsi la décoration de mes vêtements. Dans ces moments-là, j'entendais « Doucement, Alessandro, ta tartine ne va pas s'enfuir de peur que tu la manges. » En effet, je n'avais jamais vu mes tranches de pain grillé prendre la porte de la cuisine pour s'enfuir dans les prés et mener une vie de cavale. Je croquais dans ces tartines comme dans la vie, entièrement et sans me préoccuper des retombées. Je trempais aussi généreusement celle-ci dans ma tasse, comme un peintre viendrait tremper son pinceau dans la peinture, sauf que ce n'était pas une toile blanche qui se retrouvait pleine de couleurs, mais la nappe. C'était quand le pain ne venait pas s'engloutir dans le chocolat, me demandant d'aller minutieusement à la pêche pour le récupérer à l'aide de ma cuillère, comme par magie il s'était transformé en une éponge chocolatée. Je ne finissais jamais ma tasse parce qu'il y avait toutes ces miettes qui tapissaient le fond, comme des algues au fond de la mer, et cela ne m'inspirait pas vraiment. Après que mon ventre fut bien repu et que j'avais ajouté ma touche personnelle à la table de cuisine, je venais embrasser grand-mère en déposant ma bouche sucrée sur sa joue, non sans lui laisser quelques traces de mon repas. Ce qui ne manquait jamais de me faire rire, et grand-mère acquiesçait un sourire en tournant la tête de droite à gauche. Je criais merci et courais vers ma chambre, ce qui constituait bien sûr mon sport matinal, avant de plonger de tout mon long sur le lit. Il m'arrivait certaines fois de somnoler ou de me rendormir à nouveau, surtout comme en cette période où je pouvais profiter des longues et douces journées de vacances. Quand on réfléchit à cette phase de sommeil, c'est comme si elle était là pour nous ressourcer et nous rappeler d'où l'on vient.
l'origine où tout a commencé. Certaines personnes ont même besoin de retrouver cette position fœtale. Le corps est en repos, mais l'âme reste éveillée comme un feu et ses braises restent allumées tout au long de la nuit. Les flammes sont certes moins denses, mais toujours bien là, car l'énergie dont je parle est inépuisable et intarissable. Il n'y a pas d'interrupteur pour l'éteindre. Elle est en perpétuel mouvement et ne souhaite qu'une seule chose, la croissance, car elle est une partie infinitésimale de l'univers. Les aliments et l'eau ne sont que le carburant du corps physique. L'esprit est quant à lui animé par cette énergie universelle qui est identique et présente dans chaque être. La mort de votre corps physique ne veut donc pas dire la fin de cette énergie, ce qui signifie que la mort n'existe pas. Il n'y a que la vie éternelle. J'aurais aimé que l'on me dise toutes ces choses lorsque j'étais plus jeune, je ne l'ai appris que plus tard. Mais c'est aussi comme cela que l'on forge ses propres expériences et que l'on développe ses propres croyances. Lorsque certaines choses résonnent en vous, vous savez intérieurement que ce sont des vérités. À cette époque, je sentais déjà une puissance à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas encore à canaliser. Je cherchais ma destinée et je savais que je pourrais accomplir de grandes choses. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce sentiment m'habitait, mais il était bien là, non par prétention, mais plutôt comme un ange dans mon corps qui connaissait mon potentiel et qui attendait patiemment son envol. Pouvoir me libérer des limites de mon corps pour laisser jaillir mon âme. C'est ainsi que je connaîtrai l'épanouissement et l'élévation de mon être. Pour le moment, j'étais encore un peu jeune et il fallait que je fasse mes expériences sur le chemin de la vie. Le voyage serait sûrement long, parsemé de hauts et de bas, mais cette aventure en valait bien la peine. Il fallait que je profite à chaque instant de mon expérience humaine pour enrichir mon âme de sagesse et participer à l'accroissement de ce monde. Tel était mon chemin. Le matin, j'aimais prendre mon temps et m'asseoir à mon bureau où mon fidèle crayon à papier et sa dulcinée, la feuille blanche, m'attendaient patiemment. Le processus créatif était toujours différent. Des fois, je laissais errer mon esprit jusqu'à ce que l'inspiration me vienne comme un oiseau qui va et vient sans que l'on ne puisse le contrôler. Dans ces moments-là, je rentrais dans une transe que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Je me demandais si c'était moi qui commandais le crayon ou lui qui commandait, tellement tout était clair et limpide dans mon esprit. Ce n'est qu'après plusieurs minutes que je me réveillais de cette torpeur et que je voyais le dessin sur la feuille blanche, me demandant même parfois si j'en étais bien l'auteur. L'inspiration est une chose tellement aléatoire. Pourtant, lorsque mon âme et mon corps étaient en harmonie, c'est comme si j'arrivais à puiser dans le réservoir de l'univers où une connaissance et des ressources infinies m'attendaient. C'est dans ces moments de profonde connexion que j'arrivais à créer des dessins uniques. Certaines fois, je regardais la feuille blanche jusqu'à ce que je puisse entrevoir des formes et je me laissais guider en les traçant. Les lignes devenaient plus claires jusqu'au moment où je m'apercevais de ce que je dessinais. C'était comme si j'arrivais à voir un esprit dans la matière et que je me laissais conduire par celui-ci jusqu'à ce que mon œuvre soit terminée. Je n'avais pas vraiment de mérite car j'étais seulement un intermédiaire qui permettait de faire ressortir le dessin de la feuille blanche. Qui créait? Était-ce moi ou la matière? D'autres fois encore, je griffonnais avec mon crayon sans but précis. J'essayais juste de vivre l'instant et profiter de ce voyage. Je ne sais pas si c'est mon inconscient qui parlait ou le crayon qui me guidait, mais j'arrivais à une destination que je n'aurais point imaginée auparavant. J'aimais aussi m'inspirer de mes lectures, de la vie quotidienne, des événements qui m'entouraient et me touchaient. Et c'était pouvoir coucher mes sentiments et m'exprimer à un niveau de conscience bien plus fort qu'avec des mots, retranscrire tous les tourbillons que j'avais en moi. Ces moments étaient toujours très forts et apaisants, car j'arrivais à vivre pleinement dans le présent sans que mon esprit s'évade à d'autres pensées. C'était revitalisant, purifiant, épanouissant, et c'est dans ces instants que je trouvais un vrai sens à la vie.
Le monde de l'imagination était mon territoire et je m'y sentais le bienvenu. Rien n'avait de limite à la grandeur. Il n'y avait point de barrière et je pouvais créer le monde que je souhaitais. Je ne signais pas mes dessins de mon nom car je me demandais toujours si j'en étais vraiment l'auteur, mais j'inscrivais ces 3 lettres N.P.A. Nato per amore, né par amour. Car, comme me l'avait appris maman, s'il y avait bien une chose qui est à la base de tout, c'est l'amour. Elle disait que j'avais un don et que l'amour permettrait de le faire vivre et perdurer. Je ne devais pas m'approprier ce que je créais, mais une fois terminé, le laisser vivre par amour. J'étais moi-même né par amour et le moins que je puisse faire, c'était de donner une partie de moi en retour au monde. C'est finalement la seule chose qui compte pour l'âme et la seule chose dont elle se nourrit, car à la fin de l'existence physique, ce sont la sagesse et l'amour qui perdureront. Ce jour-là, je me laissais à rêvasser et quand je revins à mes sens, je m'aperçus que j'avais dessiné un serpent en forme d'arrondi. Je scrutais le dessin pendant de longues minutes pour analyser le message que mon esprit avait voulu me faire passer par le biais de cet animal, mais en vain. Je rangeais mon œuvre dans mon cahier en cuir marron vieilli que m'avait donné mon père dans l'espoir qu'un signe apparaîtrait après décantation. Je me jetais sur mon lit et attrapais mon livre de mythologie grecque pour me plonger dans ce monde merveilleux qui me captivait tant. Je lisais l'histoire de Perséphone et m'imaginais accroupi derrière un buisson près du lac de Pergousa, en train d'observer la scène de sa capture par Hadès, captivé par la beauté de cette femme. J'avais du mal à concevoir comment elle pouvait se partager entre la vie sur terre et la mort de l'enfer, tel le yin et le yang qui s'équilibrent parfaitement. Je pense que c'est une des images qu'a voulu faire passer Homère par le biais de cette histoire. L'équilibre entre toutes choses, la vie et la mort, le jour et la nuit, la femme et l'homme, le bien et le mal. Sans l'un, l'autre n'existe pas. Perséphone vivait pleinement ces 2 facettes, qui étaient sûrement une extension de son être, et la ligne parfaite les séparant constituait vraisemblablement son équilibre. Elle était telle un funambule qui marchait sur cette grande ligne, avec d'un côté la vie et de l'autre l'enfer. Si elle tombait d'un côté, elle se sentirait incomplète. L'enfer, qui représente la douleur, est une partie intégrante de la vie qui nous accompagne tout au long de celle-ci. Y a-t-il un plaisir dans la douleur ? Pourquoi nous infliger un tel supplice ? Ou bien est-ce tout simplement pour conserver un équilibre entre le bonheur et la douleur, nous faire sentir que la vie de ce corps humain n'est qu'éphémère et que la douleur de la chair et de l'âme nous rappelle à la vie. La souffrance est donc en soi vitale, il faut simplement l'équilibrer suffisamment pour ne point tomber dans des travers. À cette époque, je souffrais de trouver mon identité et d'être souvent incompris, d'avoir un esprit d'adulte dans un corps d'enfant. Mon père me disait l'inverse, qu'il avait un esprit d'enfant dans un corps d'adulte, car il s'émerveillait de tout, mais j'avais bien compris qu'au contraire, il faisait preuve d'une grande sagesse. Sa volonté de trouver l'épanouissement, l'élévation et la lumière me faisait le nommer le guerrier de la lumière. J'étais son disciple spirituel, son petit soldat, et je le suivais dans le sillage qu'il traçait. Ce sillage s'était subitement arrêté à un moment, et je me trouvais à présent perdu. Je refermais mon livre et laissais les minotaures, dieux, déesses et autres créatures mythologiques enfermées entre ces quelques pages. La magie d'un livre, comment renfermer autant de savoir, de voyages, d'idées, de personnages, de sentiments, d'émotions dans un si petit objet. Un homme peut y coucher sa vie entière, des dizaines d'années en quelques dizaines de pages. Les livres devraient peser bien plus lourd avec tout le savoir qu'ils y contiennent. J'aime à penser que lorsque je referme mon livre, les mots s'entremêlent, vivent et y continuent leur propre histoire. Ne serait-ce pas merveilleux de rouvrir un livre et ne pas savoir ce qu'on va y trouver à chaque fois? Une nouvelle histoire qui s'écrit d'elle-même. Dans mes rêves fous, j'avais envie d'inventer ce livre magique vivant. Mais pour le moment,
je m'efforçais de continuer d'écrire ma propre histoire. Le soleil traversant les volets ajourés de ma chambre venait me rappeler la belle journée qui m'attendait dehors. J'avais besoin de vivre de nouvelles aventures et c'est à l'extérieur que ça se passait. Après m'être habillé promptement, c'est-à-dire un bouton sur deux de ma chemisette et ma braguette à moitié refermée, je courais jusqu'à la porte d'entrée en bois en criant quelques mots à grand-mère qui s'empressait de venir pour me dire de bien faire attention dehors. À ces mots, j'étais déjà en train de filer à toutes enjambées sur les pavés de Sienne. Personne ne m'attendait, mais en courant, j'avais l'impression d'avoir un but. Je dois dire que j'étais et que je suis toujours un solitaire. J'aime me retrouver dans mon monde intérieur qui est tellement riche et infini. Je mettrai sûrement une vie pour me connaître et encore. La vraie conquête est celle de soi-même. Et quand en plus on est un rêveur qui voit la vie en grand et qui rêve d'accomplir de grandes choses, ma tête était toujours en train de bouillonner de pensées et d'idées farfelues. Je ne compte plus le nombre de fois où grand-mère était en train de me parler et que je me trouvais en train de nager dans mes pensées, avec le sourire au coin de la bouche, comme si un univers parallèle était devant mes yeux. Puis je revenais à la réalité et esquissais un oui. Grand-mère n'étant pas dupe, vacillait la tête de droite à gauche. Elle me connaissait bien. J'aimais les doux parfums de Sienne, entre le café fraîchement moulu, les gelaterias qui me faisaient invariablement saliver, les pâtisseries aux amandes que j'aimais tant, le tout se mêlant à des senteurs d'épices et autres sauces al pomodoro. Un vrai feu d'artifice olfactif. Je prenais le temps de m'arrêter devant ma gelateria préférée, avec bien sûr pas un sou en poche, et je contemplais tous les parfums de glace devant mes yeux. La texture de la glace faisait des vagues comme une mer déchaînée. Mais j'avais compris la puissance de l'imagination et du cerveau. Je fantasmais sur ma glace aux 800 heures dans un cornet géant. Armé de ma cuillère à soupe, je pouvais plonger dedans. J'amenais ma cuillère remplie à ras-bord jusqu'à mes lèvres, puis je sentais la glace au caramel se coller sous mon palais, avant que ma langue ne vienne s'écraser dessus. Mon corps était transporté dans un tourbillon de sucreries, de froideur glacée, qui venait contrebalancer avec la température extérieure, et je ressentais la glace glisser le long de ma gorge. Les lèvres encore badigeonnées de glace au caramel, je m'attelais au prochain parfum. Après une longue hésitation, j'allais en direction de la vanille et renouvelais l'expérience gustative. Je devais sûrement rester 5 longues minutes devant la boutique, les yeux fermés et un sourire angélique jusqu'aux oreilles, en ayant peut-être même bavé sur mes chaussures. Lorsque je me sentais rassasié, j'ouvrais les yeux avec le même rictus de joie et faisais un signe à la dame du comptoir en criant merci. Elle devait me prendre pour un fou ou un illuminé, mais si elle voyait ce qui se passait dans ma tête, j'aurais depuis longtemps payé une bonne addition. Mais lorsqu'on n'a pas un sou en poche, il faut bien trouver des moyens pour se contenter, comme quoi on peut être heureux avec pas grand-chose. Je continuais mon chemin, me faufilant entre les touristes et poursuivais ma course sans trop savoir où j'allais. C'est souvent dans ces moments que c'est le chemin qui nous trouve plutôt que l'inverse, et j'aimais faire confiance à mon instinct sans savoir où il me porterait. Je m'arrêtais devant quelques artisans et j'appréciais regarder ce travail manuel d'experts dont la passion était de créer, façonner, réparer. Certains manipulaient le cuir comme si c'était leur propre peau et leur donnaient la forme escomptée avec une telle aisance que je ne pouvais qu'être ébloui systématiquement. J'étais par contre un peu déçu de ne pas voir des formes plus originales que des sacs, des chaussures, des vestes. J'aurais aimé que ces artistes puissent laisser libre cours à leur esprit sans pression mercantile pour créer des objets extraordinaires. Où étaient les objets de mes livres de mythologie ? Sans doute enfermés dans un autre monde qui n'appartenait plus à notre époque. La folie créative et l'extravagance me faisaient vibrer car j'avais l'impression de pouvoir regarder dans l'âme de l'artiste et entreapercevoir sa nature profonde ainsi que le message ou le sentiment qu'il avait souhaité faire passer. Je rêvais alors d'être moi aussi un grand artiste qui accomplirait des œuvres uniques et passionnées. Je me dirigeais à présent vers ma place préférée, la Piazza del Campo, où je me prenais pour un conquérant ou un gladiateur, avec cet endroit enfin à ma hauteur.
Cette vue à 360 degrés m'émerveillait toujours autant et j'aimais en parcourir les moindres recoins tout en courant et en levant les bras au ciel. Je me sentais libre, tout comme les pigeons qui s'envolaient à mon approche, sûrement par peur d'être contaminés par ma folie. J'imaginais que nos ancêtres avaient laissé des messages cachés au sein de la place, telle une chasse au trésor, et j'inspectais les pierres ainsi que les édifices à la recherche d'indices. Je n'avais pas trouvé grand-chose jusqu'à présent, mais je ne désespérais pas. Les cheveux au vent, je contemplais la Torre del Mangia, où j'imaginais une belle jeune femme me regardant avec amour et admiration à travers une fenêtre. Je serais le cavalier impétueux qui gagne la course de chevaux annuelle du Palio. Le seul petit problème est que j'avais peur des chevaux. Il ne me restait plus que l'option de trouver une licorne pour laquelle j'avais tant d'admiration. Une princesse, un cavalier, une licorne, ça fait un peu beaucoup. Je vous avais dit que j'étais un doux rêveur. Je m'asseyais et reposais mon esprit au pied de la fontaine d'Igaia. La légère brise s'accompagnait de l'eau de la fontaine pour venir caresser mon visage, telle la rosée du matin, ce qui ne manquait pas de me faire sourire. Je ressentais un doux moment de paix et m'abandonnais en cet instant à fermer les yeux pour vivre pleinement les sensations de mon corps. Était-ce Dieu, un ange ou bien l'harmonie qui parcourait mon être? C'est dans ces rares instants que l'on se sent vraiment en vie. Dieu est-il la brise de l'air qui vient parcourir votre corps pendant quelques secondes pour vous rappeler que la vie vaut la peine d'être vécue avant de continuer et d'aller aider le prochain naufragé perdu? Quand je rouvris les yeux, les couleurs de la fontaine étaient plus vives et j'étais ébloui par le magnifique bleu turquoise de la fontaine à travers lequel l'eau scintillait de mille feux. Je me penchai au-dessus de la fontaine afin de trouver mon reflet à la surface de cette eau ensoleillée. J'y voyais encore un visage innocent et un léger sourire s'esquisser comme à la vue d'un vieil ami. Dans mes yeux, je voyais la profondeur de l'eau et l'immensité de l'univers avec une étoile qui se profilait au loin. Je fixais cette eau et me laissais enivrer par celle-ci pour ne faire plus qu'un avec elle. Mais quelque chose brillait au fond et attirait mon attention. Était-ce un rêve, une illusion? Je n'arrivais plus à percevoir la réalité. C'était l'un de ces moments où le temps est en suspension. J'étais fixé et happé par cette lumière dorée qui se dégageait du fond de la fontaine, tel un appel auquel je ne pouvais que répondre. La réalité était devenue rêve et le rêve réalité. Mes sens m'avaient quitté, tout comme mon corps, et à présent je ne faisais plus qu'un avec cette lumière. Machinalement, j'approchais mon visage de la surface de l'eau, je ne contrôlais plus rien. Doucement, je me retrouvais en fusion avec l'eau, les yeux toujours grands ouverts, avant de glisser totalement au fond de la fontaine telle une sirène échouée. J'étais en paix. Était-ce la fin du voyage ou bien le début? Cette douce lumière brillante se profilait de plus en plus. Je vis apparaître au fur et à mesure ses contours. Je voulais la saisir, mais ne savais pas vraiment si je le pouvais. Ma main et mes doigts s'en approchaient et je pouvais sentir sa pureté. Je déposai ma paume dessus et me sentis connecté avec elle de tout mon être, de la tête aux pieds, je ne faisais plus qu'un. Un seul et unique point de contact avec l'univers. Je sentis mes doigts se refermer et dans un instant de lucidité, ma tête vint se rapprocher de la surface avant d'émerger à nouveau pour que mes narines puissent goûter à quelques atomes d'air. Un souffle profond s'échappa, mon cœur battait tel des canons de guerre et mon regard était perdu au loin. À cet instant, c'était comme lorsqu'on sort d'un rêve, on ne sait plus vraiment où l'on se trouve, on est fatigué alors que l'on vient de dormir et l'on reprend peu à peu ses esprits. Mes forces me regagnaient tout doucement, je m'éveillais à ce moment et je commençais à reprendre conscience. Je m'aperçus que j'étais dans la fontaine, que des gouttes d'eau glissaient de mes cheveux et venaient ruisseler sur mes vêtements humides. Je me retournais face au soleil et je voyais quelques silhouettes me fixer. Je mettais un pas l'un devant l'autre et me rapprochais du bord de la fontaine avant de l'escalader et d'en sortir totalement. Je restais immobile un instant et me demandais ce qui venait de se passer. J'entendais des murmures et des rires autour de moi alors que j'essayais de remettre du clair dans mes idées. J'avais eu une absence
et je ne me souvenais plus vraiment comment et pourquoi je m'étais retrouvé au milieu de la fontaine. Encore assommé et ivre de cet épisode, je m'éloignais doucement de la fontaine, la tête baissée, tel le vilain petit canard au son des railleries. Je cherchais un endroit, une ombre où me cacher, j'avais honte et je voulais me retrouver seul. Je m'arrêtais dans un coin ombragé, entre deux murs en pierre d'un grand édifice, et je fixais mes chaussures trempées. Qu'est-ce qui avait bien pu me passer par la tête ? Je faisais face au mur et je serrais les mâchoires puis les poings dans ce trouble qui m'envahissait. La douleur et la colère remplissèrent mon être. Je sentis soudain quelque chose dans ma main droite. Interpellé, je me demandais si mes ongles avaient déjà touché mes os. Je levai doucement mon poing devant mes yeux et ouvris lentement les doigts. Je pensais y trouver du sang, mais ce n'était point le cas. Au fur et à mesure, je voyais quelque chose briller au creux de ma main. Mes yeux étaient écarquillés et une lumière scintillait au fond de mes pupilles. Je n'en croyais pas mes yeux. La bouche légèrement ouverte, les traits figés de mon visage comme une statue de marbre, je contemplais ce tableau. Je bougeais légèrement la paume, car le soleil faisait briller de mille feux cet objet et m'éblouissait. J'aperçus lentement une forme ronde qui se profilait et un sourire commençait à arborer mon visage. Je suivais son contour avec ma tête et mes yeux, toujours autant absorbés par cette lueur merveilleuse. C'était une bague, un anneau doré qui apparaissait sculpté sur toute sa surface. Je n'arrivais pas encore à percevoir les détails car les rayons de lumière m'aveuglaient. Je fis dos au soleil pour inspecter ce trésor et je crus que mon cœur sortait de mon torse à cette vision. Cette bague représentait un serpent qui se mordait la queue. C'était la représentation exacte de ce que j'avais dessiné ce matin. Je n'arrivais pas à y croire. Je la tournais dans tous les sens et le spectacle était toujours le même. Je pris l'anneau et le fis glisser à mon annulaire droit. La taille était parfaite comme s'il avait été fait sur mesure et qu'il n'attendait que moi. Je ne savais pas encore à cet instant que j'écrivais une page de mon destin. Nato per amore.